Ça, c'est tous les livres sur l'art oratoire. Donc en fait, vous voyez, là, ça commence de Quintilien aux perles de Churchill, au bouquin des mots d'esprit. Et donc en fait, si vous voulez, il y a à la fois des textes sur des orateurs, des textes techniques, des textes autour de grands discours comme I Have a Dream, donc des discours qui ont marqué l'histoire. Là, il y a l'histoire de la rhétorique qui est vraiment la référence. Donc voilà, c'est une espèce de joyeux bazar, de source d'inspiration permanente. C'est un peu mon pot pourri à moi, ma petite grotte personnelle. Je m'appelle Amélie Blancard et j'ai créé une agence qui s'appelle Bureau 121, Bureau One to One, qui est une agence de conviction. En fait, on accompagne des chefs d'entreprise, des dirigeants, pour les aider à convaincre. C'est ça notre métier. On fait de la communication à l'échelle des dirigeants. C'est-à-dire qu'en fait, on aide des dirigeants en travaillant sur mesure avec eux pour, par exemple, les aider dans un cas de transformation. Par exemple, une entreprise qui va être vendue, une cession d'entreprise fait qu'il va falloir expliquer aux salariés pourquoi on la vend, à qui on la vend, pourquoi c'est intéressant, quelle est l'histoire qui va naître de cette fusion. Et notre métier, c'est vraiment d'aider les dirigeants à convaincre leurs salariés du bien fondé de cette histoire et trouver les bons mots, les bons canaux, la bonne façon d'exprimer les choses et dialoguer avec eux. Donc notre métier, il se traduit très concrètement par du conseil, il se traduit par de l'écriture, on écrit des discours, on écrit des notes stratégiques et il se traduit par du coaching. Pourquoi bureau one-to-one? Parce que, en fait, j'adore le mot bureau. C'est un lieu où on se rassemble. C'est un lieu aujourd'hui où on ne fait pas que travailler. C'est un lieu où les gens vont venir pour se parler. Et puis one-to-one, parce que c'est comme ça que les Anglais demandent un rendez-vous de face à face, un rendez-vous en coaching le plus souvent. Et notre métier, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est essayer de trouver du sur-mesure pour accompagner des dirigeants et les aider à convaincre. L'un de mes premiers clients a été Tony Parker, au moment où il était déjà un basketteur très renommé et en même temps il voulait faire avoir une notoriété plus grande via la mode. Et à ce moment-là, il cherchait des marques pour incarner ces marques. Il se trouve que ce sera la marque Fursac. Et il a donc fait appel à un communicant, en l'occurrence moi, pour écrire sa bio et donner envie à des marques de faire appel à lui. Donc c'était très amusant. J'avais son agent, je me souviens, au milieu de la nuit avec le décalage horaire à New York. Et donc, ça a été un des premiers clients. Et puis ensuite, j'ai travaillé pour Serge Papin, là aussi, homme absolument brillantissime, qui dirigeait Système U, qui était la marque préférée des Français, marque agroalimentaire préférée des Français, c'est tous les super U que l'on connaît. Et donc là aussi j'ai beaucoup appris, c'était un profil totalement différent. Donc d'abord un basketteur, ensuite un homme qui n'avait pas son bac mais qui était à la tête d'une entreprise coopérative, donc un défi hyper intéressant. Et puis ensuite un de mes plus gros clients a été Carlos Ghosn, donc là autre profil, entreprise du CAC 40, rien à voir. Ce qui est intéressant dans ce métier, c'est justement que on peut travailler avec des gens qui n'ont rien à voir. Et tout à l'heure vous me demandiez aussi en coulisses, c'était Régine qui me demandait ça. Est-ce que ça a tout de suite marché au fond? Alors ma chance, c'est que oui, j'ai tout de suite eu des clients qui m'ont fait confiance et des clients d'un très bon niveau, si je puis dire. C'est-à-dire des clients qui avaient déjà une notoriété et qui me faisaient confiance. L'avantage, c'est que ça vous met en confiance de vous dire que des gens qui sont déjà très établis peuvent faire appel à vous alors que vous n'êtes personne. Je viens d'une famille où tout le monde écrit. Donc en fait, moi j'ai assisté à énormément de discours d'enterrement, c'est ça qui m'a forgée. J'ai appris l'écriture par la mort en voyant toute ma famille faire des portraits de gens qui ont compté dans leur vie. Donc j'ai appris cet exercice par le plus difficile des discours, qui est le discours d'adieu. Et pour moi, c'est le Graal, c'est le discours suprême, c'est-à-dire être capable par un discours, en 5 minutes, de traduire une vie qui peut avoir duré 80 ans et de rassembler des gens pour éviter qu'ils sombrent
et d'essayer le plus possible de les apaiser. Donc la vocation est née comme ça. J'ai pas pensé que c'était un métier, pour moi c'était un passe-temps. Et puis ensuite je suis devenue professeure à l'université où j'ai enseigné Montaigne et les essais. Là, j'ai appris l'art de la polémique parce qu'on est en pleine guerre de religion avec d'un côté les protestants et des catholiques qui chacun défendent la vérité, ou plutôt leur vérité. Et après, en étant prof de fac, j'ai compris l'importance de la transmission. Un bon prof, c'est quelqu'un qui sait raconter des histoires, c'est quelqu'un qui donne envie. Et c'est ça l'art oratoire. Donc je l'ai appris au fur et à mesure de mon histoire et de mon parcours. Et puis un jour, je me suis dit, il faut que je quitte l'éducation nationale tout en continuant à enseigner. Et c'est ce que j'ai fait et que je monte une agence qui sera une agence de plumes. J'ai écrit ce livre pour tous ceux qui ont peur de parler en public. Et ils sont extrêmement nombreux. Il est même surprenant de voir à quel point des dirigeants eux-mêmes peuvent avoir le trac et être malhabiles dans l'exercice. Parce que l'éloquence, ce n'est pas une histoire d'intelligence. Il ne suffit pas d'être intelligent pour parler, il ne suffit pas de connaître son sujet pour parler. Et d'ailleurs, l'expérience montre que les experts sont souvent les moins bons communicants. Donc ce livre s'adresse évidemment aux dirigeants, il s'adresse aussi aux politiques, il s'adresse aux étudiants, il s'adresse aux professeurs, il s'adresse à n'importe quel citoyen qui a envie de défendre une conviction. C'est tout l'intérêt du métier. C'est qu'en fait, c'est un métier où on se glisse dans la peau d'un personnage, comme au théâtre. On interprète un personnage. Donc, on va, par exemple, se mettre dans sa cuisine et écrire comme si on était cette personne. Quand j'écrivais pour Carlos Ghosn, j'étais Carlos Ghosn d'une certaine façon. Quand j'écrivais pour Catherine Guillouard, je me mettais à la place de Catherine Guillouard. On n'est jamais totalement l'autre, et ça c'est fondamental, et d'ailleurs il faut tout à fait raison garder, mais on se met dans la peau de l'autre, dans ses émotions, dans ses convictions, dans l'histoire d'une entreprise, et on doit le plus possible être dans cette justesse-là. Et parfois c'est le travail d'une vie. Et en même temps, c'est un travail qu'on ne peut pas faire non plus très longtemps. Parce qu'il faut à un moment sortir du personnage, parce que si l'identification est trop forte, on finit par ne plus savoir bien écrire. Il faut cet équilibre savant entre le fait de se mettre à la place de l'autre et d'être extérieur à l'autre pour pouvoir justement trouver les mots justes. Je pense que oui, mais je ne suis pas sûre que écrire les discours de quelqu'un qu'on n'apprécie pas soit de bons discours. Je crains le résultat, parce que effectivement, quand on écrit un discours, on doit être très inspiré. Et je pense que quand on est en lutte avec quelqu'un, mais surtout avec des idées, davantage qu'avec une personne, et on écrit moins bien, parce qu'on ne peut pas être convaincant en étant complètement dans la fausseté. Alors, peut-être que certains le savent, mais alors ils savent le faire, moi pas. Moi, j'ai besoin d'y croire. Mais j'ai ce recul qui fait que ça n'est pas non plus nécessairement à 200% toutes mes convictions. Et c'est intéressant aussi parce que ça vous aide à penser autrement, à faire un pas de côté. Les femmes ont tendance à ne pas assez oser. Donc je crois que les femmes ont intérêt à davantage parler. Elles le font de plus en plus, et d'ailleurs elles ont beaucoup de convictions à partager, mais on revient de loin parce que souvent les femmes sont trop bien élevées, ce qui fait qu'elles n'osent pas parler, surtout devant un parterre d'hommes. Souvent les femmes sont trop scolaires, ce qui fait qu'elles ont besoin de tout justifier. Or la conviction c'est l'inverse. La conviction c'est assumer la frustration de ne pas tout dire. Donc il faut faire attention à ça. Il faut éviter les discours à rallonge où je vais faire petit 1, petit b, enfin voilà. Il faut éviter ça, c'est pas bon du tout en termes de conviction. Et puis, voilà, après, les femmes doivent utiliser comme les hommes leurs atouts. Si c'est la douceur, utilisons la douceur. Si c'est la force, utilisons la force. Chacun son atout. Mais il n'y a pas d'ailleurs d'atout féminin ou masculin, j'y crois pas du tout. Et d'ailleurs, le mot « prendre la parole » est intéressant. Il ne faut pas attendre qu'on vous donne la parole, il faut la prendre. Comme on attrape une balle quand on joue au tennis. C'est le moment de Roland-Garros. C'est plus que du tennis d'ailleurs. Il faut aller au filet comme quand on joue au tennis, mais c'est surtout du ping-pong. Il faut être rapide, il faut très vite aller chercher la balle et l'attraper et la lancer. Et puis la garder aussi de temps en temps parce que oui, on peut vous la voler. Et les hommes le font très bien. Mais c'est à nous d'y aller, c'est à nous d'oser. D'abord, le premier conseil que je donnerais à une femme dirigeante, c'est attention, il ne suffit pas d'avoir une compétence, il ne suffit pas d'être dans le savoir-faire, il faut absolument cultiver le faire savoir.
je dirais, s'y employer très vite. Les femmes ont tendance à vouloir faire leurs preuves avant de parler. C'est parfois assez sage, mais c'est parfois trop sage, c'est parfois trop prudent. Ce qui fait qu'on ne les entend pas assez et donc parfois vraiment on ne les entend pas du tout. Donc je dirais, cultivez cet art de vous exprimer et faites-le assez régulièrement pour que ça devienne une gymnastique naturelle. Parce que plus on parle, meilleur on est. Il n'y a pas de secret. Donc ça, c'est le premier conseil, c'est très vite parler régulièrement, parler à vos équipes, mais parler aussi à l'extérieur. Au fond, ce serait oser et pratiquer. Le deuxième conseil, c'est soyez plus direct. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de même que les hommes parfois nous interrompent, eh bien osez vous-même les interrompre. Commencez par la conclusion parce que s'il y a trop de préliminaires, ce qui est très féminin, eh bien avec trop de justification de l'alpha et l'oméga de la question, le risque d'un surcroît de justification et d'explication, c'est qu'on perde le fil. Donc soyez plus direct, commencez par la conclusion. Et enfin, qu'est-ce que je dirais à ces jeunes femmes? Je dirais de trouver sa patte, de trouver son style. Pendant des années, les femmes dirigeantes ou les femmes entrepreneuses ont singé les hommes. Et je pense que c'est moins vrai aujourd'hui et c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que il s'agit d'assumer d'où on vient, il s'agit d'avoir un style à soi, y compris vestimentaire. Il s'agit d'être vraiment pleinement soi-même et de ne pas chercher à ressembler à tel ou tel. Je dirais que ça, c'est vraiment un très très bon conseil, c'est-à-dire n'essayez pas de dupliquer, n'essayez pas de singer les hommes ou même une autre femme, mais trouvez votre manière à vous. Pourquoi? Parce que tout l'enjeu, c'est à la fois de préparer, mais c'est de rester naturel. Et on l'a très bien vu avec notamment l'aventure de Valérie Pécresse, qui fait qu'à mon avis, elle n'était plus elle-même. Et c'est bien ça le sujet. C'est qu'à un moment, quand on est travesti par d'autres codes qui ne sont pas les bons, eh bien, on n'est plus crédible. Donc, pour être crédible, je pense qu'il faut être au clair sur ses valeurs, sur ses convictions, sur sa façon à soi de mener sa barque. Et quand on est entrepreneur, on prend des risques. Donc, il faut aussi prendre le risque d'être soi. Et c'est un risque, c'est une preuve de courage. Mais c'est ça qui est intéressant. Mais c'est formidable d'être entrepreneuse en 2022. D'abord, c'est la liberté d'être son propre patron, même si, quand on est entrepreneur, en fait, tous nos clients sont un peu nos patrons. Ça, c'est important. Mais il y a une liberté de choix de vie, il y a une liberté d'emploi du temps, il y a une liberté surtout de prise de décision. Et je pense que pour une femme, c'est la meilleure des situations. Parce que une femme ne peut pas dire « quelqu'un m'a dicté ça ». Une femme entrepreneuse ne peut pas le dire. Elle choisit ce qu'elle ressent, elle choisit là où elle veut aller. Donc moi, j'aime cette prise de risque. Et puis, c'est la capacité finalement à inspirer d'autres personnes. Et je trouve que les femmes ont une mission de ce point de vue-là, qui est d'inspirer d'autres femmes et de leur dire venez dans l'aventure ou bien créez vous-même votre propre histoire, votre propre entreprise parce que c'est extraordinaire et que ce risque est extrêmement gratifiant. Et ça m'évoque en fait une phrase que j'aime beaucoup de Bernanos qui écrit dans le journal d'un curé de campagne « La jeunesse est bénie, elle est un risque à courir ». Moi, je dirais, l'art de créer son entreprise est béni, c'est un risque à courir et au mieux, vous réussirez un peu et encore mieux, vous réussirez énormément. C'est-à-dire que, pardon, je m'exprime mal, mais ce que je veux dire par là, c'est que on ne peut qu'apprendre. On ne peut pas stagner quand on est chef d'entreprise. Et c'est ça qui est intéressant. C'est l'ère du défi permanent. Donc, on dort moins, on s'inquiète plus, mais on sait pourquoi on se réveille et tous les jours, on vit à 200%. C'est ça qui m'amuse, moi.